Bonjour André. Ah, Julien, Jérémy. C'est les lunettes, Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jury. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 10 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'inscris à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de penser à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inscris maintenant les juges qui sont présentés et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, mon nom est David Lucier, je suis directeur régional au groupe Investors dans la région de Québec. Bonjour, Nicolas Shields, aussi directeur régional pour le groupe Investors à Montréal. Fernand Rosel, directeur régional pour faire différents groupes Investors pour la région de Montréal. Salut, monsieur. Depuis maintenant environ 30 ans, le groupe Bec & Crowe est en mesure de générer de la croissance dans un marché qui est, disons-le maintenant, relativement saturé. Donc, dans cette optique-là, on doit se tourner parfois vers des offres d'expansion hors du pays. C'est ce que vous avez fait avec un projet d'expansion aux États-Unis. Puis, c'est un véritable plaisir pour nous, les membres de l'équipe K, Jérémy Lebelgué à la gauche, Julien Desgagnés ainsi que moi-même, André Mars, de travailler avec vous sur ce projet-là. Puis, on se considère particulièrement choyé d'être en mesure de vous assister dans ce processus. Donc on parle d'un processus d'expansion vers les États-Unis pour Bec & Crowe. Pour nous, on a vu ce processus d'expansion-là selon 4 piliers principaux. Donc le premier pilier est l'avantage compétitif lié à la production. Donc chez Bec & Crowe, un des importants avantages compétitifs est le fait qu'on est capable de produire ou de transformer en fait la matière, donc de faire de l'alimentation animale à faible coût. Et puis ça nous permet de pouvoir l'exporter par la suite. Donc on va un petit peu plonger à l'intérieur de ce sujet. Par la suite, on parle, comme le mentionnait André, d'un marché qui a atteint une certaine maturité. Donc un marché qui est en pleine consolidation. Donc on cherche de différentes manières pour nous de générer de la croissance. Donc pour l'instant, une croissance qui va être organique, donc en lançant de nouvelles opérations, donc en faisant un partenariat avec un distributeur aux États-Unis. Troisième point. Comment est-ce que Bec & Crowe fait présentement son marketing? Donc, son marketing est fait plus du bouche à oreille. Donc, c'est une entreprise, une PME québécoise qui a su s'implanter dans son territoire durant les dernières années, qui est dans le top 6 en termes de vente ou en termes de vente au marché pour son produit, donc, et qui a réussi à le faire avec un marketing de bouche à oreille. C'est un contexte qui est totalement différent lorsqu'on se lance à l'international, lorsqu'on va lancer des opérations aux États-Unis. Dernier point, l'investissement à prévoir les besoins de liquidité. Donc, vous lancez une nouvelle opération, on parle d'un investissement de 100 000 $. D'où est-ce que les capitaux vont venir? Comment est-ce qu'on va financer cette nouvelle lancée vers les États-Unis et quelle va être la participation de Marco dans cette nouvelle lancée aux États-Unis? Les 4 piliers, on parle de la faisabilité, de la profitabilité, donc de voir si le projet va être profitable. On va analyser les risques, donc on va regarder est-ce que, oui, on se lance à l'international, mais à quel prix, quels sont les risques à considérer pour nous, puis on va regarder les impacts, parce qu'on est une PME québécoise qui s'en va vers l'extérieur du pays, donc plusieurs impacts sont en nous. Donc l'expansion pour nous, c'est une expansion qui est faisable. Par contre, qui va nécessiter beaucoup d'efforts de la part des gestionnaires de Bec & Crowe. Donc, on a analysé le marché, donc on parle d'un marché américain qui est beaucoup plus gros. On tend à vouloir se concentrer plus vers le nord des États-Unis. On parle d'une barrière qui est plus ou moins, qui est pas très explicite à l'entrée. Par contre, on a certains compétiteurs. On parlait des compétiteurs qui s'installaient dans des magasins régionaux, donc ça va être à analyser. On parle aussi de l'utilisation d'un exportateur indirect qui va justement contrebalancer cette compétition-là, parce qu'on n'aura pas besoin de développer une marque de commerce à l'extérieur. On va avoir une entreprise qui va gérer notre marketing, qui va gérer la marque, qui va justement attirer des consommateurs vers nous. Deuxième point, la capacité. Donc, pour l'instant, on produit à environ, je pense que c'était 37 %, c'est ça? Exact. 37 % d'utilisation de l'usine.
là, on va payer à 100% de notre usine de production. Donc, ça va être une opération totalement différente. On va engager des nouveaux employés, donc ça va être à considérer. Mais on va être capable d'aller chercher 476 poches. Donc, on parle d'un doublement de la capacité environ. Puis, on parle de ventes qui, selon nous, seraient prévisibles. On parle que c'est un marché immense aux États-Unis. On sait, dans la nature des contrats qu'on va pouvoir signer avec nos acheteurs, on sait qu'on va pouvoir vendre notre alimentation. Donc, c'est à considérer. Puis, troisième point, donc, la gestion. Écoutez, c'est une entreprise familiale, une PME qui est su s'implanter au Québec maintenant. On parle d'ajout d'employés, on parle peut-être d'un changement de direction dans l'entreprise. Donc, c'est des choses à considérer, mais on a confiance en l'entreprise. On parle de Marco qui a été dans l'entreprise depuis plusieurs années, puis on croit qu'il a développé certaines capacités de gestion, qui est même prêt à mettre de l'équité dans le nouveau projet. Donc, c'est particulièrement intéressant pour nous. Plusieurs risques à considérer. Écoutez, les États-Unis, on va faire affaire avec le plus gros exportateur, le plus gros pays acheteur, importateur du Canada. Non, désolé, le plus gros exportateur du Canada. Mais donc, on va être très dépendant de l'ALENA. Avec la nouvelle entrée de Donald Trump aux États-Unis qui parle peut-être de faire tomber l'ALENA, écoutez, notre avantage compétitif, on ne pourra pas l'utiliser si ce traité-là tombe. Parce qu'on va devoir payer des frais de douane, tout ça. Donc, on perd un certain avantage et c'est particulièrement important de regarder s'il va y avoir des itérations et d'analyser les risques politiques liés à ça. Par la suite, profitabilité. On parle d'une diminution des marges. On n'a pas de contrôle sur la marque de commerce, on devient un transformateur du grain, donc il va y avoir des diminutions des marges. Par contre, c'est quand même intéressant parce qu'on peut peut-être vendre plus de volume. Clientèle. On va avoir une clientèle un petit peu différente aux États-Unis. Une concentration plus importante parce qu'il va y avoir ça va être des gros grossistes qui vont acheter nos produits. Donc, il va y avoir une concentration importante aux États-Unis. Ça va être important d'analyser avec qui on va faire affaire. Croissance, donc on va revoir les hypothèses de croissance de l'entreprise. Et puis, guerre des prix. Écoutez, notre stratégie, c'est d'inonder le marché ou du moins de baisser les prix, de faire une guerre des prix aux producteurs américains. C'est de voir si c'est soutenable pour nous à long terme de faire tout ça. Donc, la prochaine étape logique dans la situation actuelle, c'est de faire état justement de la situation et d'évaluer l'opportunité d'aller vers les États-Unis. On a procédé par un modèle d'évaluation d'actualisation des flux de trésorerie. La première étape, cependant, c'est pas de regarder les flux de trésorerie, c'est de regarder justement la prévision des ventes que vous pouvez voir. On a résumé ce tableau-ci en 5 choix clés qu'il va falloir faire, selon vous, Marco. Et c'est vous qui allez nous aider à guider à travers le modèle pour les plus amples itérations qui vont être faites à l'avenir. Le premier point le plus important, c'est celui du prix de vente, que notre scénario de base roule à 23,50 par poche. Ce prix-là est bien entendu très dépendant de l'approvisionnement qui va être fait face aux grossistes aux États-Unis. Vous avez mentionné qu'il y a des très gros acheteurs tels que Walmart, Costco peut-être aux États-Unis, donc ça va être très important de regarder ça. On va le voir plus tard dans les analyses de sensibilité, c'est un des facteurs majeurs qui fait varier la valuation de ce projet-là de façon relativement importante, en effet. Deuxièmement, la croissance du marché américain. On prévoit une croissance de 5% de nos parts de marché ou des ventes, si on veut, par année. Donc ça sera aussi à regarder pour vous. On peut aussi voir la continuité du nombre de poches totales vendues. On a fait aussi la division entre les poches vendues au Canada et aux États-Unis. On remarque tout de suite, de l'année 2016 à 2017, qu'il y a un doublement de la capacité, ou presque, des poches vendues, ce qui est intéressant à voir, puis on pourra en discuter après aussi si vous trouvez ça réaliste ou non, que ça soit de fait de cette ampleur-là, ce qui peut poser peut-être des risques d'exploitation. On pourra en reparler plus tard dans la présentation. Deuxièmement, on a remarqué, selon vos états financiers, que vous aviez des frais d'exploitation. Frais d'exploitation qui sont environ de 22 à 20% en moyenne sur les 5 dernières années dans les états financiers que nous avez parvenir. Et nous, dans le fond, on voit, vu qu'ils sont corrélés, 20%, pardonnez-moi, des ventes, c'est pour ça que ça double en 2017, ce qui est totalement, selon nous, normal aussi et logique. Pareillement pour l'impôt, on parle d'un impôt d'environ 18%, vous avez environ là, dans les dernières années, ce qui permet de recevoir justement un bénéfice qui est en croissance des années justement 2017 jusqu'à 2021 dans notre modèle financier. Sans plus tarder, voici notre valeur actualisée nette des flux de trésorerie libres.
Donc, comment on a procédé? On sait qu'on va investir 40 000 dans les nouvelles immobilisations. Ces immobilisations-là, dans le fond, vont générer un investissement dans la machinerie qui, lui, devra être soustrait au bénéfice avant impôt à l'année 2017, une charge qui est non récurrente, donc qui s'apparente seulement en 2017. D'autant plus que l'amortissement, en ce moment, vous payez en moyenne 2500 $ par année en termes d'amortissement. Ben, vous ne payez pas, ce n'est pas de l'argent qui sort des coffres. Cependant, la charge est d'environ 2500 $ par année, ce qui nous semblait logique de continuer jusqu'à temps que cet investissement-là, parce qu'on sait que vous avez environ, si je me souviens bien, 7900 $ d'immobilisation restante à la valeur comptable dans vos livres, ce qui nous permet d'avoir une charge de 2500 $ supplémentaires aux 4000 des nouveaux investissements que vous avez faits. 4000 $, pourquoi? Parce que tout simplement qu'on a assumé que vous allez déprécier vos nouvelles machineries sur 10 ans. Donc, ce qui nous fait état justement de la grille des flux de trésorerie libre. On peut voir justement qu'on a procédé à une valeur à perpétuité, perpétuité qui pourra être discutée dans les scénarios d'analyse de sensibilité parce qu'on a utilisé une valeur terminale sujette à un taux de croissance long terme de 2%. Ceci dit, par la suite, le deuxième point qui était très important à voir, c'est le coût moyen pondéré du capital dans ce cas-ci. Le coût de la dette, en ce moment, on n'a pas de charge d'intérêt sur notre bilan et sur nos états financiers, ce qui nous a fait croire que vous aviez probablement des paiements en espèces ou du financement fait par la BDC ou de la dette mezzanine qui permettait justement de repousser les charges d'intérêt sur plusieurs années ou à une date terminale. On a assumé que vous alliez être capable d'aller chercher ce même type de financement et on a calculé dans la structure de capital qu'on va vous présenter, que Julien va vous présenter plus tard, qu'il serait optimal d'avoir environ 30 % de dette et 70 % d'équité dans ce cas-ci. Le coût de l'équité à 15 %. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans un environnement qui est relativement risqué. On parle de marge BAI, soit le bénéfice avant impôt, qui sont relativement faibles. Vous avez fait, ceci dit, une très bonne gestion de ces marges-là dans le passé, une gestion méticuleuse dans un environnement qui est relativement compétitif et qui est propice à des guerres de prix. Donc, ça, c'est très bien et on espère justement que ça va continuer à ça. Donc, si on peut passer maintenant à l'analyse de sensibilité, pour faire rapidement, on peut voir très rapidement que le prix de vente aux États-Unis va vraiment dicter si, oui ou non, le projet va être rentable. Donc, on pourra discuter par la suite de comment les négociations pourront être faites pour en arriver à est-ce qu'on a un accord de prix avant même de lancer l'investissement, ce qui serait très bien, selon nous, à faire. Donc, vous pouvez voir ici là, le prix de vente qui est, selon nous, notre scénario à 23,50 fait une bande de 127 660 $. Donc, sans plus tarder, super, donc, juste pour transmettre ça en chiffres, là, tout simplement, on regarde un rendement totaux interne d'environ 15 % si on prend l'hypothèse d'un prix de vente à 23,50 $. Période de repaiement, pour nous, vous pouvez voir sur le graphique, là, c'est combien d'argent est-ce qu'on va générer avec ce nouveau projet-là. Donc, on commence à être positif vers la 9e année, donc on parle d'une période de repaiement sur 9 ans. Financement. Écoutez, c'est particulièrement important de voir comment est-ce qu'on va financer ce projet-là. Je pense que certaines personnes pourraient vous conseiller de mettre beaucoup de dettes dans cette nouvelle activité-là. Nous, on voit ça d'un autre œil. On croit que pour nous, c'est particulièrement important pour une entreprise, une PME québécoise, une entreprise d'ici, de conserver de l'équité dans l'entreprise, mais aussi d'avoir des pratiques managériales qui sont particulièrement simples. Donc, comment est-ce qu'on les sources de financement, on parle de financer à partir de la caisse de l'encaisse de l'entreprise, donc à la hauteur de 10 000 $. On parle d'un financement externe, donc d'une dette de 50 000 $ avec un CLD. Et on parle d'une levée d'équité de 40 000 $, potentiellement de Marco s'il veut avoir un petit peu de skin in the game. Donc, on arrive à une nouvelle structure, donc 30 % de dette, 70 % d'équité. Parfait. Ce qui nous amène à une autre analyse
qu'on voulait faire de la profitabilité du projet. Premièrement, on voulait savoir quel prix on est prêt à payer pour être en mesure de couvrir nos frais variables, simplement. Donc, le nouveau coût de production, si on veut, qui nous permettrait de faire un profit de zéro. Donc, au côté gauche, c'est l'analyse que vous nous aviez demandé de faire. On arrive à un prix de 14,40 ici, donc c'est simplement que le prix des frais variables de production qu'on a en fait à l'heure actuelle, et puis on a projeté ça dans le futur, on a fait l'hypothèse que ces frais-là ne changeraient pas, et puis on a ajouté le prix ou les frais de transport unitaires moyens à tout ça pour arriver à un prix de 14,40. Ceci étant dit, on a voulu pousser l'analyse un petit peu plus loin, en fait, parce que lorsqu'on parle d'un projet comme celui-là, avec des frais d'exploitation, environ 20% de vos ventes, on pense que ça devient un petit peu simpliste pour nous que de simplement considérer les frais variables. Donc, il y a une attribution des frais fixes qui doit être faite pour en arriver à un prix qui est plus raisonnable, puis un prix qu'on va vouloir charger finalement à notre distributeur externe, parce que l'objectif du projet, c'est d'arriver à une valeur actualisée nette positive. Donc, la seconde analyse qu'on a faite, nous amène à un prix environ 23 $, et puis ça consiste simplement qu'à utiliser le modèle qui a été présenté plus tôt, puis de cibler en fait une valeur actualisée nette à 0%, puis d'en déduire le prix qu'on devrait charger. Pour nous, c'est véritablement ce prix-là qui nous intéresse. On veut être en mesure d'avoir une valeur du projet positive, on veut être en mesure de dégager un profit net de nos exploitations aux États-Unis. Donc, on se verrait vraiment accepter un prix sous la barre des 23 $, malgré le fait qu'on charge environ 22 $ à l'heure actuelle, sauf que le marché américain est différent du marché canadien. Les producteurs paient plus cher pour produire les poches d'alimentation animale. Et puis pour nous, c'est véritablement ça, puis on tient à obtenir un prix similaire à celui. Les impacts. Il faut parler des impacts sur l'ensemble de l'entreprise. C'est un projet qui va évidemment être appliqué sur nos opérations courantes. Probablement en termes de gestion, c'est important de se le dire, ça ajoute une bonne dose de complexité que d'entrer aux États-Unis. Probablement, ça va nous prendre de la main-d'œuvre bilingue. Il va falloir s'assurer qu'on fait un suivi par rapport aux accords de libre-échange, qu'on ne paie pas, qu'on ne s'embarque pas, par exemple, dans un projet avec un accord de libre-échange qui pourrait tomber du jour au lendemain. Et puis, finalement, de la main-d'œuvre, on va devoir en générer plus, puis on va devoir produire plus, donc risque opérationnel un petit peu plus élevé, donc une gestion qui devrait être un petit peu plus soutenue à ce niveau-là. Diversification, c'est intéressant pour nous d'aller chercher une diversification géographique. Je pense qu'au Québec, il y a 5 ou 6 joueurs présentement à l'heure actuelle, on a 6% des parts de marché. C'est un marché qui est à maturité, sauf qu'une diversification géographique est souvent très bien perçue, puis ça va nous permettre d'aller chercher des flux monétaires de façon assez récurrente dans une géographie différente. Cependant, on vient concentrer nos ventes en fait à certains distributeurs. Donc si on a des accords avec certains distributeurs, on devient un petit peu dépendant de ces distributeurs-là. Donc à ce niveau-là, un petit peu qui vient contrebalancer le fait qu'on a une diversification géographique, on a une concentration dans nos clients. Les risques, on en a parlé un petit peu plus tôt, le risque opérationnel, le risque financier aussi se voit être passablement augmenté. Notre risque opérationnel est simplement parce qu'on produit 2 fois plus, donc à ce niveau-là, ça devient plus difficile d'être en mesure de vendre tout ce qu'on produit. Et puis les risques financiers, parce que c'est un projet de 100 000 $ quand même. On rappelle qu'on a fait des bénéfices nets d'environ 10 000 $ au cours des dernières années, 3 000 $ et quelques l'année dernière. Donc, on parle d'un investissement quand même majeur, d'augmentation du risque financier et de la nouvelle dette. Donc, il faut faire attention autant au risque opérationnel qu'au risque financier. Et puis, la croissance, en fait, l'impact sur notre entreprise à l'heure actuelle, on est en mesure de générer de la croissance dans un marché qui est un petit peu stagnant. Donc, on voit d'un bon œil, si on veut, le fait de pouvoir générer de la croissance à travers cette expansion-là. À considérer, il y a plusieurs points sur lesquels on voudrait apporter votre attention. En fait, juste des pensées bien en fait face à un projet d'envergure comme celui-ci. Possibilité d'une structure d'interco, on voulait vous en parler parce que le profil de risque du nouveau projet en fait
est un petit peu différent de ce qu'on fait présentement. On voudrait peut-être, en fait, au moins considérer le fait de séparer les entités aux États-Unis et puis au Canada pour s'assurer que, finalement, notre service de distribution avec un distributeur externe ne vienne pas empiéter sur notre vente au détail avec notre nouveau magasin et puis nos ventes, finalement, aux particuliers, la construction de cages qu'on fait présentement au Canada. Donc, des opérations un petit peu différentes, des profils de risque très différents également. Donc, peut-être de considérer un profil d'interco pourrait être intéressant. Dynamisme des liquidités, on a énormément de comptes clients à l'heure actuelle, on cherche à financer un nouveau projet. Peut-être d'essayer, à l'aide de rabais, si on veut, à nos clients, de dynamiser nos entrées de flux monétaires, parce que présentement, on a le double de comptes clients que de comptes fournisseurs. On comprend que c'est un milieu dans lequel nos clients prennent beaucoup de temps pour payer. Ceci étant dit, on pourrait peut-être se pencher sur la question et essayer de dynamiser nos liquidités pour aller chercher du financement à court terme. Impact de diversification, notre nouvelle usine produit seulement 5 types de mélanges plutôt que les 11 qu'on produisait avant, donc c'est à considérer aussi. On a moins de diversification en termes d'offres de produits à considérer. Et puis, finalement, la couverture de taux de change, qui est le dernier point sur la diapositive. Si on va aux États-Unis, on peut bénéficier davantage de taux de change, mais on voudrait, je pense, fixer le taux de change en dollars américains pour s'assurer qu'on n'essuie pas de perte de taux de change matériel en ce qui nous concerne. Et puis, ça nous amène à la conclusion. En fait, on veut réitérer le fait que c'est le prix de vente qui est le nerf de la guerre. On veut être en mesure d'aller chercher un prix supérieur aux 23 pour être en mesure de dégager un bénéfice sur le nouveau projet. On a également quelques axes de croissance locaux, notre nouveau magasin de vente au détail, peut-être même considéré de vendre à Costco, Walmart, entre autres, évidemment, dépendamment de la capacité de production qu'on va être en mesure de dégager de nos nouvelles usines. Et puis, on augmente le risque, mais il faut finalement se tourner vers le prix qu'on va payer. C'est ça qui va faire la grosse différence, le prix de vente qu'on va vendre aux États-Unis. On va être prêt maintenant à passer à la période de discussion. J'avais peut-être une question, justement, sur votre dernier point. La structure de financement, venez de nous expliquer comment elle devrait être pour permettre justement à Marco d'embarquer Partners, ce que je comprends. Oui. OK. Mais pourquoi vous dites qu'elle devrait être ajustée en fonction du nouveau levier opérationnel? En fait, si je peux répondre, tout simplement, l'entreprise, en termes de marge bénéficiaire nette, va générer environ 2% de marge. Donc, on a des coûts fixes particulièrement importants, puis on a déjà un effet de levier généré par ces coûts fixes-là. À payer avec une dette additionnelle, on croit que c'est, même si on n'a pas des paiements d'intérêt, on a quand même des paiements en espèces ou des bullet payments à la fin. Donc, on pense que c'est une charge qui est quand même importante, surtout si on n'est pas capable de se refinancer. Si on n'est pas capable de se refinancer, on ne peut pas poursuivre les opérations de l'entreprise. J'ai une petite question pour vous. Vous avez très bien présenté les chiffres. Vous avez bien exposé aussi les risques liés à l'expansion aux États-Unis. Moi, comme propriétaire d'entreprise, je me pose la question, étant donné justement les risques de taux de change, l'ALENA avec la situation politique, les coûts du transport peuvent être variables aussi. C'est un marché qui est inconnu aussi pour nous. Pourquoi je ne prendrais pas l'investissement pour refaire ma chaîne de production puis développer le marché québécois qui, vous dites, est saturé, mais on a simplement 6% des parts de marché au Québec. Qu'est-ce qui nous empêcherait de prendre cet investissement-là et d'aller travailler sur le terrain de jeu qu'on connaît déjà? En fait, c'est quelque chose qu'on vous suggère de faire, particulièrement si on n'est pas en mesure d'aller chercher un prix de vente intéressant. Pour nous, puis je pense que ça doit être ce qu'on va se rappeler de cette discussion-là, c'est le fait que si on est en mesure de vendre à, par exemple, 24, 25, 26 $, ça devient super sensible dans l'analyse de sensibilité lorsqu'on augmente le prix de vente. Donc, si on est en mesure d'aller chercher un prix intéressant, on est capable d'aller chercher un retour sur investissement très intéressant. Ceci étant dit, dans notre conclusion, on voulait également faire sentir que oui, il existe des axes de croissance que vous avez nommés localement qui sont intéressants. Si on augmente notre production, on va être en mesure de potentiellement aller chercher plus de 6% des ventes, peut-être même se tourner vers un Walmart, Costco, peut-être localement, sans faire l'expansion complète, augmenter nos ventes dans notre commerce de détail. Donc oui, c'est un super bon point qui est apporté. Il existe des axes de croissance localement dont on pourrait profiter. Ceci étant dit, si on est capable de vendre plus cher aux États-Unis, ça demeure tout de même intéressant de le faire. Vous avez mentionné, dans le fond, dans le modèle que vous proposez, le prix de vente, c'est quand même important dans la stratégie.
de 23,50, c'est bien ça? Oui, le scénario de base Ouais, pour c'est ça, hein? exact, OK. à 23,5. Puis là-dedans, on le voit aussi dans vos chiffres, là, on le voit. Ça a quand même un gros impact aussi sur la vanne. Exact. Juste Très, un très petit gros changement, impact. ben, ça peut aller du côté négatif assez rapidement. Puis on sait aussi que les ventes, bon, dans la dernière année, ont diminué de plus ou moins, moins 10, moins 12 puis dans la stratégie que vous proposez, c'est peut-être une guerre des prix. Vous n'avez pas une inquiétude souvent par rapport à la tête? Une guerre des prix fait plutôt souvent mettre une pression sur le prix qu'on peut charger. Au niveau du risque, puis l'inquiétude que vous avez là-dedans dans votre modèle, j'aimerais peut-être entendre vos commentaires là-dessus. Mais au niveau du modèle, c'est sûr que le scénario de base, en effet, roule un prix qui est relativement plus élevé que ce que vous avez vendu en ce moment. On a tout simplement roulé ce scénario-là parce qu'on se sentait confortable de charger un tel prix, parce que vous en avez mentionné aussi dans les états financiers que la force du dollar US face au Canadien permet justement d'être super compétitif, vu que vous, Marco, rapportez en dollars canadiens. Donc, on est très confiant d'aller pouvoir rechercher ce prix-là, 23,50, converti dans le fond en dollars US par la suite. En effet, il y a des risques associés à ça, d'aller aux États-Unis et de rouler avec un modèle qui est aussi dépendant que ça, mais c'est vraiment la situation avec laquelle on fait face en ce moment. Tous les autres critères, les 4 autres critères qui étaient dans notre modèle financier, ont un impact beaucoup moindre, mais vous êtes totalement véridique là-dessus. Sans aucun doute, le modèle financier repose majoritairement sur le prix chargé aux États-Unis. Dans la question, si on a le temps, concrètement, comment on fait pour pénétrer le marché là, d'un point de vue peut-être stratégique, marketing? On va chercher des distributeurs de quelle façon, notre investissement, marketing, développement, on fait de quelle façon? Oui, ben c'est un super beau point qui est apporté parce que présentement, on utilise le bouche à oreille, donc on va devoir réaligner notre positionnement stratégique en termes de marketing. Pour nous, finalement, ça va être d'aller chercher les distributeurs qui vont nous offrir les meilleures marques de commerce parce que, ultimement, en fait, on veut être en mesure de se débarrasser du distributeur externe. Le but pour nous, c'est d'utiliser ce distributeur externe-là pour être en mesure de pénétrer le marché plus facilement, mais avouons-le, l'objectif, ce serait d'avoir un modèle d'affaires similaire à ce qu'on a présentement au Québec. Donc utiliser des bonnes marques de commerce et puis un distributeur qui va être en mesure, qui va nous demander seulement que la quantité dont on a besoin. Je pense que c'est ça qui devrait être notre point focal lorsqu'on fait l'entrée aux États-Unis. Bravo, monsieur. Merci.